Fin juin 40, tous les pays d'Europe continentale se retrouvèrent, par la force des armes ou celle du réalisme politique, contrôlés par l'Allemagne hitlérienne. Seul restait à vaincre la grande île de l'autre côté de la Manche. Le maréchal de l'air Göring, numéro 2 du régime, présenta à Hitler son plan pour l'écrasement de l'Angleterre. Il y aurait un débarquement et une occupation du sol anglais. Mais d'abord, la Luftwaffe allait rayer du ciel britannique la première ligne de défense constituée par le Fighter Command, le commandement de la chasse de la Royal Air Force. Ces avions seraient détruits, ces aérodromes rasés. La petite RAF avait été surnommée le meilleur aéroclub du monde. Ses pilotes vivaient confortablement selon les codes de la vie sociale militaire anglaise. Ils habitaient sur des bases qui mélangeaient d'une manière frôlant la préciosité, rusticité militaire et confort douillet des cottages de campagne. L'affaire commença le 10 juillet 40 par un bombardement allemand sur un convoi devant Dungeness. Ce jour-là, 9 avions allemands furent abattus, la RAF perdant un Spitfire et un Hurricane. Un bateau fut coulé. Ainsi commença la plus grande bataille aérienne de tous les temps, qui s'acheva le 19 septembre par l'abandon des plans d'invasion allemands. Pratiquement chaque jour, entre le 10 juillet et le 19 septembre, les pilotes de la RAF livrèrent combat aux bombardiers et aux chasseurs de la Luftwaffe. Parfois, chaque pilote anglais effectuait 4 ou même 5 missions dans la journée. Les Spitfire et Hurricane fondaient comme neige au soleil, leurs pilotes tuaient ou blessaient la moitié du temps. Mais la Luftwaffe fondait encore plus vite que la RAF. Après les convois, les bombardiers s'attaquèrent aux aérodromes et à l'ensemble du dispositif de défense aérienne britannique. Ce fut le moment de vérité. Pour les 600 chasseurs anglais disponibles en permanence, opposés aux 1500 avions de la Luftwaffe, il fallait vaincre ou mourir. Ce fut un très étrange mois d'août. En bas, il y avait des vacanciers sur les plages de la côte sud, car il faisait beau et chaud. Les familles étaient dispersées, les hommes mobilisés, les épouses et les enfants n'avaient qu'à attendre et espérer. Et dans le ciel, ce fut un enfer permanent. La bataille d'Angleterre fut conduite depuis 2 types de postes de combat. D'abord, les salles de contrôle. Là, des officiers tacticiens suivaient la situation en temps presque réel grâce à l'interprétation sur carte des informations reçues par les radars, les observateurs visuels et le contact radio avec les chasseurs. La salle de d'Oxford existe toujours, pieusement conservée. On y sentirait presque l'odeur de tabac blond refroidi et un enregistrement crachouillant fait revivre l'ambiance qui régnait dans ces petites salles lors des interceptions, lorsque des auxiliaires féminines manipulaient leurs râteaux de croupier, déplaçant les symboles des formations ennemies ou amies. Le second poste de combat était le cockpit des chasseurs. C'est vraiment étroit, il n'y a pas de plancher, il faut faire attention où on met les pieds. Les gens qui volaient là-dedans étaient véritablement exposés au hasard de la guerre et de quelle manière, puisque les flancs du fuselage, les vitrages latéraux en fait et la verrière n'étaient finalement que du papier, c'était épais comme des feuilles de papier. Mais au moins, il y avait une protection. Il y avait une protection derrière, une protection devant. La protection arrière, c'est une plaque de blindage qui se trouve derrière le siège. Et puis la protection avant, eh bien, c'est ce petit pare-brise. Un pare-brise blindé qui fait à peu près dans les 2 bons centimètres d'épaisseur. Et la légende dit que c'est le maréchal de l'air Dowding qui avait imposé des pare-brises blindés en disant qu'il exigeait que ses pilotes soient au moins aussi bien protégés que les gangsters de Chicago, qui eux se promenaient en voiture dont les vitres étaient blindées. Après les aérodromes, les bombardiers allemands s'attaquèrent aux villes, et ce fut l'erreur majeure d'Hitler. Désormais, les pilotes de la Royal Air Force défendaient leurs familles, et ils le firent avec une férocité et un acharnement tout britannique. Chaque soir, la BBC donnait le score de la journée en avions détruits de part et d'autre. Mais parfois, ces chiffres étaient truqués, car il fallait conserver le moral collectif. Ce fut la première campagne de dévastation massive lancée contre des villes. La Luftwaffe fut bien près de réussir dans son entreprise de mise à genoux de la RAF, réduite à sa plus simple expression dès le début septembre. Mais il ne faut jamais croire qu'on a gagné contre des Anglais. The Battle of Britain was won, but not by Hitler. Certes, la guerre n'était pas finie, mais le Spitfire était entré dans la légende. Pendant plus d'1 an, l'Angleterre mena seule la guerre contre l'Allemagne. L'Amérique n'allait entrer dans le conflit qu'en décembre 1941.
Les Spitfire furent engagés dans des milliers de raids de harcèlement qu'on appelait des rhubarbes, car ces missions de corsaires volants donnaient la colique aux pilotes. L'initiative changeait de camp, et des pilotes venus de toute l'Europe occupée en profitèrent pour écrire leur propre légende aux commandes des petits Spits frappés à leurs armes. Dans le lot, il y avait bien sûr des Français, les aviateurs des forces aériennes françaises libres. Ils furent quelques centaines, pour la plupart de très jeunes gens dotés d'un sens de l'honneur exacerbé. Ils avaient, à leur façon, interprété une croix de Lorraine faite de Spitfire. On ne peut tous les nommer, évidemment. Alors en voici quelques-uns, symboliques. François de la Bouchère, Blondy Leblond et Jaco Andrieux, Maurice Choron, Henri Lafont et bien sûr René Mouchotte, le plus grand d'entre eux selon la légende. La guerre dura des années et les Spitfire se lancèrent dans l'attaque au sol contre les rampes de V1 par exemple. L'attaque au sol c'est terrible pour tous, attaquants comme attaqués. C'était la guerre, c'était difficile à comprendre et à vivre, et ça l'est toujours aujourd'hui. 24 000 Spitfire furent construits en tout, et le dernier sorti d'usine après la victoire de 1945. Car il y eut un jour la victoire. Et alors, on jeta les armes à la ferraille, et on essaya d'oublier